Molto interessante il caso cinese. Certamente diciamo, è un sistema ad altissima pianificazione centralizzata, insomma, quindi il ruolo delle autonomie locali, come anche ovvio, è ridotto. Passiamo adesso alla vicina Francia, vedendo se invece in Francia il ruolo degli enti locali sia maggiore, ma io temo che rimarremo delusi, insomma, che da questo punto di vista anche la Francia è un po' cinese, insomma, per tradizione. Passo la parola appunto a Renaud Bourget dell'Università di Parigi 1, che è stato così cortese, credo che trovate in cartellina averle messo un estratto in lingua italiana. Prego, Bourget. Grazie. Vorrei innanzitutto ringraziare il professore Giuseppe Franco Ferrari e il segretario generale Pier Ciro Galeone per la fiducia testimoniata del permettermi di essere presente oggi nelle mura romane dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Mi dispiace di non essere in grado di esprimermi in italiano e vi prego sinceramente di scusarmi. Tuttavia spero di essere presto capace di poter esprimermi in questa bella lingua sorella latina del francese. È anche vero che italiani e francesi si capiscono sempre senza necessariamente parlare la lingua l'una degli altri. Sono molto felice di essere tra di voi oggi. I parigini tornano sempre a Roma ed i giuristi francesi tanto più. I giuristi e economisti francesi si vengono spesso per ammirare l'immensa tradizione della scienza giuridica italiana ed apprezzare le sue manifestazioni dottrinali attuali. Nel mio caso, questo ritorno a Roma ha anche un sapore particolare e mi ricorda con nostalgia un soggiorno recente, qualche mese fa per il matrimonio di mia sorella a San Luigi dei Francesi. Questo per dirvi tutto il grande piacere che ho nel tornare a Roma per parlare dei rapporti tra finanza locale francese ed energie rinnovabili. Alors je poursuis in francese. Mais il y a eu une partie de l'introduction et toute la struttura della presentazione in versione italiana. En guise d'introduction, je ne peux pas commencer sans parler d'un événement assez récent qui est celui du Grenelle de l'environnement. L'expression Grenelle est connue en France du fait des événements de mai 68. À l'issue des événements de mai 68, il y avait eu des accords sociaux qui s'étaient passés rue de Grenelle et donc on les avait appelés les accords sociaux de Grenelle. Et pour marquer cette symbolique, l'ancien président de la République, c'était l'une de ses promesses de campagne, en 2007, a ouvert ce qu'il a appelé les Grenelles de l'environnement. Il s'agissait d'une négociation globale sur les enjeux de la protection de l'environnement et du développement durable. Il y a d'abord eu une phase de concertation avec le public, et une fois qu'elle s'est achevée, elle s'est poursuivie avec la phase, à proprement parler, parlementaire. Et cette phase parlementaire a débouché sur le vote de 2 lois. La loi Grenelle 1, du 3 août 2009, puis la loi du 12 juillet 2010, qui a porté un engagement national sur l'environnement. Concrètement, il y a eu 269 engagements qui ont été pris et consacrés dans ces 2 lois. Alors, il y a eu des objectifs très ambitieux, notamment à l'horizon 2020, de réduction de 20% des gaz à effet de serre, une baisse de 20% de la consommation de l'énergie et l'objectif d'atteindre, dans la consommation globale énergétique française, une part pour les énergies renouvelables de 20%. Alors, voilà le cadre récent. Il faut également insister sur la France n'est pas seulement dans ce cas-là, mais sur une spécificité qui tient que le citoyen français, celui qui habite en France, émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que dans d'autres pays,
tout simplement du fait de la grande dépendance du système énergétique français à l'égard de l'énergie nucléaire. Le développement que l'on enregistre récemment en France dans le secteur des énergies renouvelables répond également à des préoccupations plus prosaïques, plus pratiques. D'une part, il s'agit, en délaissant les énergies fossiles au bénéfice des énergies renouvelables pour les industriels et pour les particuliers, d'échapper à l'internalisation financière et fiscale liée à l'émission de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, les autorités souhaitent développer également une industrie française dans la filière des énergies renouvelables. Et à l'heure actuelle, tout le débat qu'il y a en France, notamment avec la Commission européenne, sur l'importation des panneaux photovoltaïques de Chine, en est une illustration. Le Grenelle de l'environnement a été une traduction nationale du problème énergétique. L'échelon local n'a pas reçu un traitement spécifique, mais malgré cela, depuis 2005, les collectivités locales ont eu un pouvoir accru. Notamment, les maires ont reçu des pouvoirs en matière d'urbanisme pour privilégier les énergies renouvelables à l'occasion des certificats d'urbanisme qu'il peut délivrer. Il est vrai qu'en France, le rôle des collectivités locales, traditionnellement en matière d'énergie renouvelable, a été plutôt réduit du fait que la France est un pays très centralisé, très unitaire, et également, comme certains ont pu le pointer, très souvent, il y a un jeu de mots, on parle de l'État EDF. Tout simplement, la politique énergétique était pensée au niveau central, au niveau national, et notamment au bénéfice de la Société Électricité de France. Pour autant, à la suite du Grenelle de l'environnement, il y a eu des évolutions, notamment dans le Code général des collectivités territoriales, où un nouvel article dispose que les communes, les départements et les régions concourent avec l'État à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'amélioration du cadre de vie. Alors, dans ce contexte, les finances locales se sont adaptées à l'évolution institutionnelle et politique dont je viens de vous parler. Et ce sujet sur les rapports entre finances locales et énergie renouvelable est très large. On peut l'appréhender de deux points de vue. D'abord en s'intéressant à la soumission des activités à l'imposition financière et fiscale des activités de production d'énergie renouvelable, et dans un second temps aux incitations financières et fiscales à la consommation de ces énergies renouvelables. Dans un premier temps, avant d'aborder ces deux aspects, j'aimerais revenir sur ce rôle institutionnel croissant des collectivités locales françaises en matière environnementale. En France, selon les estimations, les collectivités locales sont responsables de l'émission de 12% des gaz à effet de serre. Les collectivités locales sont devenues les premiers acteurs locaux dans la lutte contre l'effet de serre, notamment avec ce que l'on appelle, c'est un mécanisme, les plans climat-énergie territoriaux. Ces plans permettent aux collectivités locales d'établir leur stratégie énergétique. Alors, du fait de leurs interventions concernant la gestion de leur patrimoine, de l'exercice de leurs compétences en matière de bâtiments, de transport, de déchets, de chauffage urbain, les collectivités locales, donc elles émettent 12% des gaz à effet de serre. Et déjà, elles ont un premier levier en matière de développement des énergies de sources renouvelables qui consiste dans la gestion de leur patrimoine, de leur flotte automobile, des parcs urbains, dans les domaines de compétences de chauffage urbain, déjà d'adopter des modes énergétiques plus vertueux. En France, le principal acteur du développement des énergies renouvelables à l'échelon local est la région. La région a une compétence générale en matière de développement économique et social. Et le développement durable fait partie de cette compétence. Alors, par exemple, le Code général des collectivités territoriales prévoit que le Conseil régional, qui est l'assemblée délibérante des régions, définit un certain nombre d'aides qu'il accorde aux entreprises. Et ces aides peuvent prendre la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et avances remboursables à des taux nuls ou bien à des taux plus avantageux que ceux proposés par le marché.
Les départements, les communes et les groupements territoriaux participent également au financement de ces aides en passant avec la région des contrats. Dans le cadre des contrats de plan État-région, certaines régions s'associent également avec une institution qui dépend de l'administration centrale, qui est l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial, et donc son domaine de compétence a été élargi à l'issue du Grenelle de l'environnement. Donc voilà le rôle institutionnel très général des collectivités locales. La deuxième question consiste à se demander, à partir du moment où on pose la problématique de l'énergie renouvelable et des finances locales, quel est le véritable pouvoir financier, puisqu'on parle de finances locales, de ces collectivités locales. Alors, du fait de l'État centralisé, de l'organisation politique de la France, à proprement parler, les collectivités locales n'ont pas de pouvoir financier. En tout cas, elles n'ont pas un véritable pouvoir budgétaire et fiscal. En revanche, il arrive que le législateur prévoit la création d'impôts et que du fait du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et également du principe constitutionnel, il y a une réforme très récemment qui a posé le principe de l'autonomie financière des collectivités locales, eh bien, pour certains types d'impositions créées par le législateur, les collectivités locales ont la possibilité de déterminer les taux de ces impositions et notamment et également les modalités de recouvrement. Ce qui fait que le pouvoir financier des collectivités locales est un pouvoir, si vous voulez, subsidiaire, est un pouvoir secondaire, mais il est quand même présent à ce titre-là. Encore que pour éviter une trop grande disparité de taux, le législateur national fixe toujours une fourchette, des limites dans la possibilité qu'ont les collectivités locales de déterminer le taux de certains types d'impositions. Ces deux précisions étant faites, je peux en arriver au cœur du sujet qui consiste à voir d'abord la soumission de l'activité de production d'énergie renouvelable aux finances locales et puis ensuite, dans un second temps, voir les incitations financières, l'incitation que portent les finances locales pour encourager les particuliers et les entrepreneurs à utiliser l'énergie renouvelable. Alors, il y a d'abord un certain nombre d'impôts qui viennent frapper la production d'énergie renouvelable. Et il y a des impôts qui d'ailleurs ne sont pas spécifiques, qui frappent l'ensemble des activités de production énergétique, pas seulement l'énergie renouvelable, mais ces impôts non spécifiques à l'énergie renouvelable comportent quand même des spécificités lorsqu'ils s'appliquent à l'énergie renouvelable. La première taxe, c'est celle que l'on appelle la taxe d'aménagement. C'est une taxe qui, à partir de 2012, a remplacé la taxe locale d'équipement. C'est un impôt qui est perçu au bénéfice des communes. Tous les impôts sont recouvrés par l'État, par les services fiscaux de l'administration, mais en revanche, ils sont redistribués aux collectivités locales. En l'espèce, la taxe d'aménagement est distribuée aux communes. Le Code de l'urbanisme prévoit que le produit de la taxe d'aménagement est utilisé pour financer des actions visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. Alors voilà un impôt qui est un impôt dont le produit est affecté au développement de l'énergie renouvelable. Alors, le fait générateur, quand est-ce que des contribuables doivent payer cette taxe d'aménagement? C'est à l'occasion de la délivrance de certificats de permis de construire, de permis de reconstruction que délivrent les communes aux constructeurs. Alors, la taxe d'aménagement s'applique spécifiquement à des équipements d'énergie renouvelable. Par exemple, elle s'applique du fait d'une disposition spécifique du Code de l'urbanisme, aux éoliennes qui ont une hauteur supérieure à 12 mètres. Et pour vous donner un exemple, le montant de la taxe d'aménagement est alors de 3 000 € par éolienne.
Elle concerne également les centrales solaires photovoltaïques au sol et son montant est alors de 10 € par mètre carré de panneaux photovoltaïques. Le deuxième impôt particulièrement intéressant, puisqu'il porte, c'est encore un impôt qui est général, mais qui s'applique de manière spécifique aux équipements d'énergie renouvelable, c'est la taxe foncière. Et notamment en France, il y a deux types de taxes foncières. Il y a la taxe foncière sur les propriétés non bâties, donc sur les terrains, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a également la taxe foncière sur la propriété bâtie. Alors, cette taxe doit être payée par le propriétaire de toute construction des immeubles. C'est une taxe qui est payée chaque année. Et elle ne prend en compte que la valeur locative cadastrale du bien immobilier. Cette valeur locative cadastrale n'est pas déterminée par le prix du marché. Théoriquement, ça devrait être le cas, mais c'est l'administration fiscale qui a des indices et qui détermine de manière administrative quelle est la valeur locative cadastrale. Et cette valeur locative cadastrale qui sert de base à la taxe foncière sert également de base à tous les grands autres impôts locaux, notamment la taxe d'habitation et également la contribution économique territoriale qui est venue remplacer la taxe professionnelle qui a été supprimée en 2010. Alors, depuis le 1er janvier 2009, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Donc les installations de panneaux photovoltaïques ne sont pas soumises à cette taxe foncière. L'exonération concerne donc juste les panneaux et par exemple, elle ne s'applique pas aux ouvrages hydroélectriques ou aux éoliennes. D'ailleurs, il y a eu tout un débat pour les éoliennes pour savoir la valeur locative cadastrale, que doit-elle prendre en compte ? En réalité, seul le socle béton des éoliennes est pris en compte. Et ensuite, il faut savoir si le mât est attaché au sol à perpétuelle demeure. Dans ce cas-là, le mât de l'éolienne va également être soumis à la taxe foncière. Si en revanche, il s'agit d'un mât qui est démontable ou qui est amovible, il ne sera pas soumis à la taxe foncière. Juste le socle en béton sera soumis à la taxe foncière. Le troisième impôt, c'est la contribution économique territoriale. A été supprimé en 2010 l'ancien système de taxe professionnelle qui existait depuis la Révolution française parce que c'était la patente. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces impôts locaux dont je vous parle, c'est les anciennes quatre vieilles qui existent depuis la Révolution française. Mais la taxe professionnelle a été supprimée parce qu'elle avait pour base d'imposition les équipements et les biens immobiliers. Ce qui faisait que plus une entreprise investissait en équipements, en machines et en biens immobiliers, plus le montant de la taxe professionnelle était élevé. Et donc c'était un impôt véritablement anti-économique, et c'est la raison pour laquelle il a été supprimé. Il a été remplacé par la contribution économique territoriale, qui en réalité est un double impôt, parce que cette contribution économique territoriale se divise en deux sous-contributions. D'une part, il y a une contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est assise sur la valeur ajoutée, sur le chiffre d'affaires produit par l'entreprise. Et puis ensuite, afin de conserver un certain rapport avec le territoire, cette contribution sur la valeur ajoutée des entreprises a été complétée par une autre cotisation qui est la cotisation foncière des entreprises, qui est un impôt foncier qui a pour base d'imposition, encore une fois, la valeur locative cadastrale. Alors, l'exonération dont bénéficient les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque au titre de la taxe foncière s'applique également pour la cotisation foncière des entreprises. Pourquoi ? Parce que la base d'imposition est la même. Comme les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxes foncières, ils sont également exonérés de cotisations foncières sur les entreprises. Voilà. Alors ensuite, il y a également une autre exonération qui est importante, qui concerne les exploitants agricoles qui sont exonérés de contributions économiques territoriales lorsqu'ils exercent parallèlement à une activité agricole, une activité de production d'énergie renouvelable. Alors ils peuvent être exonérés de cet impôt foncier dans deux cas. Soit l'agriculteur produit lui-même de l'énergie renouvelable, par exemple par la production de biomasse.
Dans ce cas-là, il s'agit par nature d'une activité agricole, et comme l'activité agricole est exonérée, cette activité de production d'énergie renouvelable à partir d'un élément agricole qu'est la biomasse est également exonérée de contribution économique territoriale. Ensuite, il se peut que la production de sources d'énergie renouvelables ne soit pas par nature une activité agricole, comme c'est le cas avec la biomasse. Elle peut l'être par rattachement, par prolongement. C'est le cas lorsque l'énergie s'obtient, par exemple, par le procédé de la méthanisation agricole. En revanche, l'exploitant agricole qui a des éoliennes ou qui a des panneaux photovoltaïques, eh bien, ne sera pas exonéré pour ses activités de production de la contribution économique territoriale, étant donné que l'énergie renouvelable, dans ces deux cas, ne s'obtient pas à partir d'éléments rattachés à l'agriculture. Enfin, la contribution économique territoriale s'est également accompagnée pour les entreprises de réseau de la création d'une nouvelle imposition que l'on appelle l'IFER. Alors qu'est-ce que c'est que l'IFER? IFER, c'est l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Alors pourquoi est-ce qu'a été créée cette imposition en 2010? La taxe professionnelle, comme je vous l'ai dit, a été supprimée. La taxe professionnelle imposait les équipements et les biens immobiliers. Et les entreprises qui ont des réseaux de télécommunications, des réseaux ferroviaires ou des réseaux énergétiques payaient beaucoup de taxes professionnelles. Du fait de la suppression, le législateur a voulu d'une part faire en sorte que les collectivités locales ne soient pas privées d'une ressource financière qui était très importante. La taxe professionnelle finançait en grande partie les collectivités locales. Donc il a décidé de créer un impôt complémentaire qui est l'IFER. Et d'autre part, il fallait atténuer l'effet d'aubaine qui résultait de la suppression de la taxe professionnelle pour les entreprises de réseau, étant donné que les entreprises de réseau ont beaucoup, en matière ferroviaire, en matière de télécommunications, en matière énergétique, avaient beaucoup d'équipements et de biens immobiliers. La suppression de la taxe professionnelle a donc représenté pour ces entreprises, une incroyable économie d'impôts. Donc l'IFER a été créé, c'est l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, et cet impôt porte sur toutes les entreprises de réseau. Alors par exemple, ça porte sur le matériel roulant ferroviaire pour ce qui est des réseaux ferroviaires. Ça porte également sur les répartiteurs de téléphonie pour les entreprises de télécommunications. Et pour les entreprises d'énergie renouvelable, ça porte spécifiquement sur les éoliennes terrestres ou bien maritimes, sur les installations de production d'énergie renouvelable, sur également les activités de production énergétique, mais y compris celles qui ne sont pas renouvelables, comme les installations nucléaires ou thermiques. Alors, cette imposition est perçue par les communes. A priori, c'était un impôt qui était strictement communal, mais le législateur a organisé sa répartition entre les communes, les départements et les régions. Et c'est d'ailleurs très complexe parce que selon le réseau dont il s'agit, si c'est du ferroviaire, si c'est de l'énergie renouvelable, si c'est de l'énergie nucléaire, etc., le produit n'est pas affecté selon les mêmes pourcentages aux collectivités locales. Et parfois, vous avez par exemple une collectivité locale qui va percevoir la totalité. Pour vous donner un exemple, l'imposition sur les réseaux de transformateurs électriques, le produit qui en résulte de cette imposition est affecté en totalité aux communes. Alors, il y a eu également un débat très important qui a eu lieu devant des juridictions concernant le montant de l'IFER. Le législateur a voulu, si vous voulez, récompenser les communes qui avaient accepté sur leur territoire les moyens de production éolienne sur leur sol. Et donc, pour les récompenser, il a décidé d'augmenter de 140% le montant de l'IFER, de cette imposition forfaitaire, qui s'applique sur les installations éoliennes. Concrètement, il a fait passer le montant de 2,9 € à 7 € par kilowattheure de puissance.
Alors un recours a été fait devant le Conseil d'État par plusieurs parcs éoliens qui voyaient une discrimination, étant donné qu'eux devaient payer 7 € par kilowattheure de puissance, alors que l'énergie nucléaire était toujours soumise à 2,9 €. Le Conseil d'État a examiné, notamment pour voir s'il n'y avait pas une violation du principe constitutionnel d'égalité devant les charges, et il a dit que la discrimination n'aboutissait pas à faire peser sur les entreprises redevables une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives. Je ne sais pas si vous m'aviez bien compris, mais en réalité, le législateur a dit on va augmenter le montant d'imposition forfaitaire qui pèse sur les éoliennes. En conséquence, les territoires, les communes sur lesquelles il y a des parcs éoliens vont recevoir beaucoup plus d'argent. Si on augmente le taux de l'impôt, le produit sera supérieur. Donc il a augmenté l'imposition sur les éoliennes en les faisant passer de 2,9 à 7 € par kilowattheure, mais en revanche, il a laissé à 2,9 € pour les autres types de production, et notamment pour le nucléaire et le thermique. Il y avait donc une discrimination. Le Conseil d'État n'y a pas vu quelque chose de discriminatoire. Alors maintenant, il y a des impôts. Là, je vous ai parlé d'impôts qui s'appliquaient évidemment sur l'énergie renouvelable, mais c'est des impôts qui s'appliquent également sur d'autres types d'activités économiques. Il y a aussi 2 impôts qui sont spécifiques, qui n'ont été créés que pour s'appliquer sur l'énergie renouvelable. C'est d'abord la taxe annuelle. Le titre est très long, mais c'est le titre officiel. La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées sur les eaux intérieures ou la mer territoriale. C'est un titre compliqué. En réalité, il s'agit d'une taxe annuelle qui s'applique sur les éoliennes terrestres ou maritimes. Elle a été créée en 2005, elle s'applique depuis 2007, et cette taxe sert à financer un fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, et elle finance aussi les communes. Donc cette taxe n'a pour débiteur que les producteurs d'électricité éolienne dont les installations sont situées offshore, c'est-à-dire sont situées en mer. Alors son tarif est de 16,6 € par mégawattheure installé. Et donc le problème que soulève cette taxe sur les éoliennes situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, c'est le problème de la territorialisation, c'est-à-dire à quelle commune va-t-on rattacher le produit de cet impôt. Bon, ça a été réglé. On rattache 50% du produit de cette taxe aux communes littorales d'où les installations sont visibles. Le deuxième impôt qui a été spécifiquement créé pour l'énergie renouvelable, c'est la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés dans un incinérateur de déchets. Alors c'est une taxe qui a été créée en 2002. Toute commune peut décider de la créer par un vote, par une délibération de son conseil municipal. Et donc cette taxe peut s'appliquer à un centre d'incinération des déchets ménagers pratiquant la valorisation énergétique. Alors voilà pour ce qui est l'ensemble. Bon, je pourrais également vous parler, mais il n'y a pas de spécificité, les redevances domaniales, notamment lorsqu'il y a des constructions d'éoliennes sur les territoires des mairies, qui ne sont pas des impôts, ce sont des redevances. Mais voilà l'ensemble des charges fiscales qui pèsent sur les producteurs d'énergie renouvelable. Maintenant, j'en arrive au dernier point, qui est le soutien de la consommation des énergies renouvelables par les finances locales. Alors, il y a d'abord une technique qui est la technique contractuelle, qui est dans la logique des plans, de la planification économique. Il y a des contrats de plan État-région. Alors, cela est très efficace parce que l'État va donner des financements aux collectivités locales
pour qu'elles mettent en œuvre les objectifs que lui fixe. C'est-à-dire que plutôt que de contraindre les collectivités locales à le faire, il leur propose des contrats et un financement, et donc les collectivités locales, comme cela, intériorisent les objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable. Alors, ces contrats s'appellent maintenant contrats de projet État-région, et ils ont pour but de soutenir les filières d'avenir en matière énergétique, c'est-à-dire l'énergie renouvelable. Ce sont des contrats de 7 ans. Alors, les départements et les principales agglomérations, les communautés de communes, peuvent également être associés à ces contrats, et l'Union européenne aussi, avec le FEDER, avec les fonds structurels européens, finance ces différents contrats. Par exemple, sur une période de 7 ans, pour celle qui est arrivée en expiration de 2000 à 2007, l'effort de l'État s'est porté à 17,5 milliards d'euros. Celle des régions, pareil, à 17,75 milliards d'euros, et les autres collectivités locales à près de 6 milliards d'euros. Depuis 2006, pour la période qui couvre 2007 à 2013, ces contrats de projet État-région se sont dotés d'un volet supplémentaire qui est le volet territorial, au titre desquels notamment sont financés des projets de développement durable et notamment des projets qui visent à promouvoir les énergies renouvelables. Ensuite, l'institution sans doute la plus utilisée, c'est les aides financières locales qui sont accordées par les collectivités locales aux particuliers pour se doter de moyens énergétiques obtenus à partir d'une source renouvelable. Alors, il y a... ce sont des subventions locales qui sont octroyées aux particuliers en vue de l'installation dans leur logement d'équipements utilisant des énergies renouvelables, et les différentes aides locales se cumulent. C'est-à-dire un particulier, s'il par exemple il décide de se doter d'un équipement d'énergie renouvelable, va cumuler à la fois une aide de la commune, une aide du département, une aide de la région. Alors juste pour vous donner comme ça des exemples, ce sont des aides qui vont de 1 000 à 2 000 euros par particulier, notamment ceux qui vont se doter de poêles à granulés, de cheminées à granulés. Ces aides se cumulent également avec un autre objectif national qui est celui du crédit d'impôt d'énergie renouvelable. Et enfin, et j'en termine, le législateur fiscal en France a également prévu pour les particuliers d'accorder des exonérations d'impôts locaux dès lors que soit ils construisent leur logement en respectant les normes de haute performance énergétique et en dotant les nouvelles constructions de la norme qu'on appelle BBC, qui est bâtiment à basse consommation. Ce sont des exonérations qui peuvent aller de 20 à 30 ans, donc il n'y aura pas d'impôts locaux à payer pendant toute cette période. Et également, ces exonérations de taxes foncières, de contributions économiques territoriales, s'appliquent également à la construction de logements en matière sociale, de logements neufs. Et depuis 2010, elles ont également été étendues aux logements anciens. Et ça suppose donc de moindres rentrées fiscales par les collectivités locales qui parfois sont compensées par l'État. Voilà.